présidentielle en Côte d'Ivoire vers un nouveau duel Gbagbo-Ouattara. On se pose la question ici sur Vox Live, votre émission où on parle d'actualité africaine. Je suis entouré par Jules Domché. Jules Domché, comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. Toujours heureux d'être là sur votre plateau. Exactement, et aujourd'hui on parle donc Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avec ces élections qui vont arriver en 2025. Donc c'est un sujet forcément qui vous parle. C'est un sujet très intéressant parce que j'ai à titre personnel suivi la Côte d'Ivoire depuis une bonne quinzaine d'années. Donc je serais ravi d'échanger avec notamment vos téléspectateurs sur mon analyse dans ce qui se prépare dans ces pays avec les séances électorales de 2025. Avec nos téléspectateurs et nos deux autres invités, donc nous avons Baba Dembe, donc vous êtes consultant, bienvenue à vous. Merci et heureux de retrouver les co-débatteurs et toi-même Aïssatou. Merci beaucoup. On continue avec Makamfi Konaté, vous êtes analyste politique ainsi que journaliste, bienvenue à vous. Merci Aïssata, ravi de vous retrouver. Alors moi je donne la parole aux téléspectateurs, oui. On commence par ça parce que c'est votre émission. Et on a un téléspectateur qui dit que tout simplement Gbagbo, 80 ans en 2025, Ouattara, 83 ans, sont-ils pas trop vieux pour reprendre le pouvoir? Dans un autre pays, on dirait qu'ils sont trop jeunes. Je connais un pays, peut-être un pays que je connais très mal, qui s'appelle le Cameroun, dont le président actuel a 91 ans. Donc vous voyez que les 80 ans de Gbagbo, ça peut faire petit joueur, ou les 83 ans mais de pour le coup, c'est une Ouattara. question qui se pose parce que souvent on dit que Paul Biya est à l'extérieur du pays, donc il doit se soigner, il est un peu... Ouais, etc. Enfin, donc forcément, la question se pose parce que... il est évident que c'est le chef d'État le moins visible de la planète. Oui, ça, c'est sûr et certain. Il fait des apparitions sporadiques lorsque les contraintes l'y obligent. Et ça c'est connu. La question de l'âge est une question importante. C'est pas une question qu'on peut balayer du revers de la main. Je pense que c'est le président Ouattara lui-même qui disait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un certain âge. Ce qu'on fait à 20 ans, on ne peut pas le faire à 40. Ce qu'on fait à 40, on ne le fera pas à 60. Ce qu'on fait à 80, on ne pourra pas le faire. Mais je pense que ça ne doit pas être un critère essentiel parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âge et la compétence. Il n'y a pas de corrélation entre l'âge et la dévotion pour son pays. Bien sûr, bien sûr. Même si on parle quand même d'un continent, le continent le plus jeune du monde, donc c'est quand même... C'est vrai qu'à un moment donné, avoir des dirigeants d'un certain âge peut amener à s'interroger, mais je ne pense pas qu'on doit se focaliser sur l'âge. Parce que si vous demandez aux Français si le fait d'avoir eu un président très jeune a été quelque chose de bénéfique pour eux, je ne suis pas sûr qu'ils se prononceront vers l'affirmative. Donc, la question de l'âge, elle peut être importante quand il est établi que ça devient un handicap, un facteur véritablement handicapant. Vous voyez bien ce qui se passe aux États-Unis avec Joe Biden. On commence vraiment à se poser des questions parce que pour le coup, son âge, il est relativement jeune par rapport notamment à Paul Biya, mais on voit effectivement l'effet de l'âge. L'effet de l'âge qui peuvent arriver en cours du mandat. Donc 80 ans, un mandat c'est quand même 5 ans. Et donc ça peut arriver et non pas à 45 ans ou à 50 ans. On est d'accord. Donc rapidement, pour Simon, c'est comme nos téléspectateurs qui dirigent cette émission. Oui, rapidement. Quand même 80, moi j'irais un peu plus loin. Surtout quand on parle quand on compare au président sénégalais. On devrait limiter l'âge quand même des présidents. Je sais que c'est 35 ans pour certains pays. Je pense qu'au niveau à 75 ans, on devrait limiter ça parce qu'au-delà de 80 ans, surtout que là, nous sommes dans des situations de globalisation où on doit être dynamique, où les chefs d'État sont amenés à voyager tout le temps, à se déplacer. Et même par rapport à la population. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je précise juste, Baba, si tu permets, qu'il y avait la limitation d'âge dans l'ancienne constitution. On l'a fait sauter parce que justement... Donc pour le coup, ça prouve que c'est une question importante rapidement par principe, finir. Je ne suis pas... Déjà, la question de l'âge d'un dirigeant, moi je pense que c'est une diversion, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec le principe de la limitation d'âge. Tout ce qui est... Tu es source d'exclusion en ce qui concerne... un mode de choix, je ne suis pas favorable à cela. C'est-à-dire que le dernier mot revient à qui? À la population. Comme je l'ai dit sur un précédent plateau, c'est-à-dire que dès que les citoyens ont la volonté de se choisir un dirigeant,
ils ont la liberté et c'est eux qui désignent, c'est eux qui décident enfin, et c'est eux qui ont la liberté de désigner qui ils veulent. Maintenant, que ce soit un septuagénaire ou que ce soit un nonagénaire, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour vous, et tant mieux. En tout cas, ça allait pour Simon. On continue avec un autre téléspectateur qui dit que, avant de commencer vraiment de rentrer dans le débat, qui demande à savoir est-ce que ces deux-là ne devraient pas se mettre de côté pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Réaction. Mais c'est le fond même de la question, parce que je vais dire, je suis très embêté parce que quand vous entendez encore ce nom en 2025, moi personnellement, ça me retourne. Ça veut dire que la scène politique ivoirienne est totalement prise en otage par les mêmes acteurs depuis plus d'une trentaine d'années. Parce que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Laurent Gbagbo et le feu qu'on a embédié, on n'a entendu que ça ces 30 dernières années en Côte d'Ivoire. Alors qu'à un moment donné, on avait une lueur d'espoir en se disant qu'on va avoir un renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire, mais on en est très loin. Vous vous souvenez du fameux discours d'Alassane Ouattara qui avait dit qu'il veut laisser le pouvoir à une autre génération. Après, on peut dire qu'il y a eu un coup du sort de l'histoire, la mort de celui qu'il avait désigné. Oui, bien sûr, beaucoup justifient pour le coup. Mais c'est des excuses qui, moi, ne peuvent pas me convaincre. Qui ne passent pas pour vous? Non, ça n'a aucun sens. Je veux dire que si vous avez vraiment l'envie de laisser le pouvoir à une nouvelle génération, vous n'allez pas me dire que parmi tous les gens qui ont collaboré avec le président Ouattara, il n'y avait que le feu à Madougon. Ça poserait sérieusement problème. Donc, j'ai envie de dire, c'est embêtant, surtout quand on voit la trajectoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Vous allez vous retrouver en 2025 avec probablement les deux principaux acteurs de 2010 à l'issue d'une élection où on a eu officiellement plus de 3000 morts, alors que probablement... Et on se retrouve encore à ça en Côte d'Ivoire. Selon vous, le scénario peut se reproduire, Makamfi Konaté? Non. Pour moi, en fait, je ne me pose pas cette question. Est-ce que le scénario va se produire? C'est improbable. Tant que Ouattara serait président de la République en Côte d'Ivoire et qu'il a l'intention de se présenter, il n'y aura plus de duel entre Ouattara et Gbagbo. Ça relève de la fiction. En revanche, ce que je ne comprends pas, et là où je ne suis pas d'accord avec Jules, ils n'ont pas à se retirer. Ils n'ont pas à se retirer, en fait. Que la jeunesse prenne ses responsabilités, un point barre. Pourquoi on dit que la scène politique est prise en otage? Vous savez, des dirigeants qui ont combattu toute leur vie, qui ont consacré toute leur vie à leur pays, à leur idéal politique, et même à quelques pas de la fin de vie, ils sont encore actifs. Vous avez des jeunes qui ne veulent rien faire, qui veulent qu'on leur donne le pouvoir sur un plateau d'argent. Non, enfin, désolé, en fait, que la jeunesse décide de s'accaparer le pouvoir. Le pouvoir, je termine là. Le pouvoir, par définition, on ne la cède pas, on ne le cède pas. Soit il nous abandonne ou on nous l'arrache. Si la jeunesse ivoirienne a envie d'émerger, qu'elle émerge. Mais dire, s'attendre que ces vieux doivent se mettre... Non, mais c'est se mettre le doigt dans l'œil. Donc la faute à la jeunesse, comme l'a prouvé peut-être le Sénégal. Je termine là. Les jeunes du Sénégal nous ont donné la preuve. Oui, en transition. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser ou faire l'économie des appareils de répression. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit les jeunes doivent prendre leurs responsabilités, c'est très vrai. Mais à un moment donné, il faut savoir que ça peut avoir des limites quand vous avez en face des gens qui ont mis des mécanismes pour tout empêcher. C'est pour ça que je pense que effectivement, tu l'as très bien dit, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Donc, si les jeunes de la Côte d'Ivoire, comme de d'autres pays africains, estiment qu'ils ne veulent plus de ces dinosaures aux affaires, ils doivent prendre leurs responsabilités. Mais il ne faut pas perdre de vue que ceux qui sont en place font justement tout pour ne jamais bouger. Donc, encore une fois, Jules, en fait, ce mécanisme de répression, il est basé sur quoi encore? Ce sont des jeunes. Oui, il y a ce sont des jeunes qui répriment des jeunes, qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Ce sont des jeunes. J'ai toujours en mémoire cet échange entre Ousmane Sonko et ce gendarme qui le malmenait, à qui il rappelait, souviens-toi qu'un autre jour adviendra. Et aujourd'hui, c'est lui le chef de l'exécutif de son pays. Donc, on a des exemples. En fait, quand la jeunesse veut, elle peut. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'on arrête de se faire peur inutilement. Qu'est-ce qui sont les instruments de répression? Ce sont certains jeunes qui s'opposent à d'autres jeunes. Donc, je ne fais pas de distinction entre les jeunes. J'ai dit quand la jeunesse a envie
de prendre le pouvoir quand elle a envie de faire dégager ce qu'elle appelle les dinosaures, elle a tous les moyens à sa disposition. Il suffit qu'elle ait la volonté. Alors qu'on arrête, franchement, de revendiquer la retraite de ces vieux. Quand la jeunesse peut, c'est ce que je retiens pour le coup, Baba, forcément ça va vous parler. Oui. Quand la jeunesse peut. Après, dans le cas, c'est le choix qu'on donne à ces jeunes. Si sont les deux dinosaures qu'on leur demande de choisir, je veux dire, on ne règle pas le problème. Après, moi, ce qui me dérange, c'est le côté leadership. Généralement, un leader prépare sa succession, en fait. Et si depuis 2000, 2010 jusqu'en 2024, ce sont les mêmes personnes, ça voudrait dire qu'on n'a pas préparé en leur sein de nouveaux leaders. Et pourtant, dans le cas, bon, pour moi, dans le cas de Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, je pense qu'il ne va pas se représenter pour une promesse qu'il a dite et je crois en sa parole. Pour quelle promesse, Baba? Qu'il a dit qu'il va laisser la place aux jeunes et que dans le cas de quand il a eu à se représenter, c'était selon lui, malgré lui. Contrairement à Jules, je vais quand même lui donner le bénéfice du doute. Lui donner le bénéfice du doute, mais cette fois-ci, je pense qu'il ne va pas se représenter. Maintenant, dans le cas Gbagbo, bon, c'est bien pour des films. Le retour du Sphinx, mais je pense qu'on doit laisser... C'est pour ça que moi, je suis pour la limitation de l'âge et permettre un renouvellement de la jeunesse. Et là où je suis contre le fait qu'ils disent qu'il n'y ait pas de limitation de l'âge, ça voudrait dire qu'à la majorité, on peut devenir président. Ça serait pour une population irresponsable de mettre un jeune de 18 ans à la présidence. Exactement. Donc, je rappelle, et c'est important de le dire, donc Monsieur Ouattara, le président Ouattara, ne s'est pas officiellement proclamé concernant sa probable candidature aux élections présidentielles. Mais ses partisans ses partisans ont décidé de choisir Ouattara comme éventuellement futur représentant du parti. Donc ce n'est pas le président Ouattara. Enfin, c'est une vieille technique. J'aimerais avoir le même optimisme que Baba par rapport à la non-candidature d'Alassane Ouattara, mais je suis très sceptique. Je souhaite me tromper cette fois-ci, mais tous les signaux laisse penser que Ouattara sera candidat en 2025. Et la technique est connue, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, regardez. Naturellement, on a les partisans qu'on va commencer à agiter, à se mobiliser. Et je viens d'un pays où on avait ce qu'on appelait l'appel du peuple. Au Cameroun, en fait, on essaye de faire croire aux gens que c'est le peuple qui demande à Paul Biya de se présenter à chaque fois. Donc, on organise... Vous n'y croyez pas ? C'est la comédie pure et simple, c'est-à-dire à moins que le peuple soit totalement en déphasage avec ses propres réalités, vous ne pouvez pas avoir un peuple qui manque de tout, qui se plaint d'un certain nombre de choses et ce peuple-là décide qu'il veut voir son bourreau, entre guillemets, continuer aux affaires. Le problème, c'est que le jeu électoral en Afrique est totalement biaisé parce qu'on a confisqué les appareils. Moi, par exemple, contrairement à ce que certains peuvent penser, je suis totalement contre la limitation des mandats. Parce que j'estime que ce n'est pas ça qui règle le problème. La preuve, c'est qu'on a vu que même quand vous limitez les mandats, ça n'empêche pas ceux qui veulent rester au pouvoir de rester indéfiniment. La réelle question, c'est les règles du jeu. Si on peut me démontrer que dans le cadre de l'élection à venir en Côte d'Ivoire, les règles du jeu sont claires, de telle sorte que celui qui va gagner soit celui que la majorité des Ivoiriens a choisi, moi je signe tout de suite. C'est-à-dire que ce soit Ouattara, ça ne me dérange pas si on est sûr que c'est le choix de la majorité des Ivoiriens. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, on n'est pas souvent dans les règles du jeu qui sont claires. Soit on s'arrange à éliminer les adversaires politiques avant l'élection pour ne pas avoir à les confronter, soit on s'arrange à mettre un mécanisme de fraude extraordinaire, exponentielle pour biaiser le résultat des élections. Donc, on se retrouve dans une situation où parfois le peuple, où les jeunes démissionnent parce que justement, ils se disent, ça sert à quoi? Donc, il y a un travail à faire également et j'ai envie de dire à ces jeunes-là que la solution ne peut pas être la démission. Parce que quand vous démissionnez, vous jouez le jeu de ceux qui veulent rester au pouvoir. C'est pour cela qu'ils font tout ça, justement, pour vous amener à démissionner. On l'a encore dit, on le dira 1000 fois, le Sénégal nous a parlé. Les jeunes se sont mobilisés, ils sont allés voter, ils ont défendu leur vote et on a vu le changement. Ouais. Donc quand même, pour resituer les choses, on est d'accord, on parle quand même de 4e mandat ou 4e fois qu'il sera
président. Donc, successif. oui, exactement. Donc là, est-ce que c'est légal? Mais c'est totalement légal. Selon la constitution ivoirienne, c'est légal. C'est pour ça que si vous voulez entrer dans les tournis juridiques, les pro-Ouattara vous diront que c'est pas son 4e mandat, mais que ce sera le 2e mandat de la 3e République. Donc, j'ai envie de dire, on peut s'amuser à ça. C'est pour ça que je dis, la clé ne doit pas être la durée qu'on fait au pouvoir. C'est ce qu'on fait de son mandat. Le plus important, vous pouvez avoir 10 mandats si c'est réellement la volonté du peuple. Mais ce n'est pas sûr aujourd'hui, dans les conditions où on organise les choses, que ce soit clairement le cas. Parce que, comme on veut le dire, vous savez très bien, et tout le monde l'a dit ici, on ne va pas laisser Gbagbo se présenter. Moi, je serais surpris qu'on le laisse. Ça, c'est déjà une forme d'exclusion d'un potentiel adversaire. Mais en tout cas, vous êtes d'accord qu'on ne pourra pas lui opposer, à savoir que c'est un 4e mandat, vous n'avez pas le droit, etc. Malgré que quand même, qu'il y a pas mal de Je pense que ce débat a été éculé lors des dernières élections. Ce débat, comme je l'ai dit, c'est encore une diversion. Qu'est-ce que, disons, le nombre de mandats et la légalité constitutionnelle ou la modification constitutionnelle, c'est encore une diversion. Le dernier mot appartient à qui? Au peuple. Au Sénégal, par 2 fois, le peuple a décidé. Abdoulaye Wade, on s'était opposé à son 3e mandat. Son 3e mandat, il y est allé quand même, la Constitution ne lui en interdisait pas, il y est allé. Le résultat des urnes en a décidé autrement. Macky Sall n'a pas eu la chance de se présenter, mais la population était déterminée à proclamer l'alternance. Elle l'a proclamée. Donc, partout, en fait, on nous crée ces problèmes-là, ces diversions pour crisper la scène politique, le paysage politique et créer des tensions inutiles. Dès l'instant, comme je l'ai dit tout de suite, que les règles du jeu sont équitables et transparentes, il n'y a plus de limitation. Que quelqu'un ait 100 ans, il veut se présenter, qu'il se présente. Que quelqu'un ait 18 ans, il veut se présenter, qu'il se présente. Qu'on laisse le citoyen s'exprimer et que l'expression de l'opinion du citoyen soit traçable et transparente. Dès l'instant qu'on garantit cela, tout le reste, c'est diversion. Maintenant, les questions, est-ce qu'ils doivent se retirer? Je rappelle, hein, là où il y a les monarchies. Est-ce que même on peut se poser aujourd'hui la question s'ils doivent se retirer ou pas? Déjà, il faut savoir que Gbagbo n'est pas présidentiable encore aujourd'hui. Hein. Oui, techniquement, il n'est pas. Naturellement, il manœuvre avec ses partisans pour que ce le soit. Donc, dans le cadre de ce qu'ils veulent appeler encore une situation d'apaisement politique, de réconciliation et tout. Enfin, on réécoute effectivement les mêmes mots. C'est-à-dire qu'on a les mêmes acteurs. C'est peut-être le scénario qui va être peut-être légèrement modifié. Mais comme j'ai dit, après qui craint? C'est le peuple. Encore une fois. C'est la population. Mais c'est important de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Gbagbo se présente, c'est que Ouattara lui a permis de se présenter. Quand même. Non, oui, justement, si d'ailleurs Ouattara est sage, Ouattara laisserait Gbagbo se présenter. Oui, voilà, il irait aux élections avec Gbagbo. Voilà. Il laisserait les Ivoiriens trancher. Pour une question d'apaisement, on tranche cette question définitivement. Ce pouvoir appartient au président, à la Ouattara, c'est important de le rappeler. Aux Ivoiriens de fermer la page de ce conflit, de cet affrontement, et on laisse les deux aller à un prochain scrutin de manière libre, équitable et indépendante. On laisse aux autres candidats, ils ne seront pas les seuls. Il y avait du jeune Tidjane Thiam qui vient d'être promis à la tête du parti du PDCI. Il va pas être un figurant dans ce jeu-là. Mais si vraiment le président Ouattara est sage, il laisserait le président Gbagbo briguer un ultime mandat et ils iraient devant les Ivoiriens et ils demanderaient une bonne fois aux Ivoiriens de trancher entre eux. Et je pense qu'on enterrerait définitivement la hache de guerre. Après, pour moi, c'est la perception qu'on oublie des Africains ou la perception qu'on peut avoir. Parce que si on regarde depuis 2000 jusqu'en 2024, si on parle de 4e mandat, moi je parle de 4e mandat, c'est pas pour rien. La Côte d'Ivoire est quand même la locomotive ou l'exemple de leadership en Afrique de l'Ouest. Francophone. Francophone. Je voulais parler de Condé. Sur quel plan? Sur le plan politique, je veux des donneurs de leçons en fait sur les 2e ou 3e ou 4e mandats. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais prévalue. Non. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais prévalue donneur de leçons ou non. La Côte d'Ivoire, dès qu'il y a eu un coup d'État, ils étaient là, respectaient la Constitution.
Celui qui veut trafiquer un troisième mandat, trafiquer entre guillemets, troisième mandat, ils étaient là. Nous allons faire en sorte qu'ils respectent la Constitution. Donc là, en gros, pour moi, Gbagbo, Alpha Condé avant son départ, il y avait qui encore? Alpha Condé, Gbagbo et peut-être Macky Sall, qui disait on doit respecter les 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. Moi, c'est Macky Sall, Alpha Condé le disait. Aujourd'hui, il va sur son 4e mandat. Mais c'est-à-dire qu'une autre personne qui va faire son coup d'État constitutionnel, je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Ouattara. Il n'est pas du tout d'accord. Le nombre de mandats, la question du nombre de mandats, c'est une diversion. C'est une diversion. Le principe, en fait, le principe d'une élection, c'est quoi? Quelqu'un vient se présenter devant une équipe. Mais il y a quand même des règles, c'est-à-dire que c'est une diversion, on s'en bien. Non, le principe est simple. C'est-à-dire que quelqu'un vient se mettre devant une foule, désignez-moi, votez pour moi. Ok. Lorsqu'on est sûr que le bulletin qu'on exprime est traçable, est transparent, il n'y a pas de tripatouillage, l'opinion que moi j'exprime ressortira au sortir des urnes, moi je n'ai plus rien à foutre de qui se présente. Devant qui? Si tout le pays entier veut être candidat, que tout le pays entier soit candidat et qu'on laisse la liberté aux citoyens de choisir. Mais pourquoi on viendrait créer des faux problèmes? On dirait... Il y a quand même un cadre juridique, c'est-à-dire que c'est simpliste de parler comme ça. Je vais donner la parole à Jules, s'il vous plaît. Non, enfin... Contrairement à ce que tu dis, Aïssatou, je ne pense pas que c'est simpliste. Je pense que Mankamfi, avec ses mots, essaye d'exprimer quelque chose. Essaye d'exprimer quelque chose de clair. Qui est le souverain? C'est le peuple. Oui, bien sûr, on ne dit pas le contraire. Si vous décidez aujourd'hui que vous allez mettre... Mais en principe, le cadre juridique est censé être la volonté du peuple. C'est tout, c'est aussi simple. Donc, si il faut changer les choses alors. Mais c'est pour ça que je dis, à fin de compte, tout ce qu'on fait doit revenir à la volonté du peuple. Si le peuple pense qu'il faut mettre une limitation des mandats à 2, on fait les choses et le peuple se prononce. Si le peuple pense qu'il ne faut pas de limitation de mandat, on fait les choses, il n'y a pas de limitation de mandat. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de surfer sur des gadgets. En Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. Angela Merkel, elle a fait combien d'années à la tête de l'Allemagne? Est-ce que vous allez dire que l'Allemagne n'est pas une démocratie? C'est bien une démocratie. Mais là-bas, on a dit, si le peuple estime que Merkel va rester 50 ans, parce que c'est elle qui garantit ses intérêts, parce que c'est une question d'intérêt, alors soit qu'on le fasse. Le problème, c'est quoi? C'est que ces principes juridiques qu'on essaye de mettre comme des gadgets sont plutôt des éléments qui sont devenus des éléments de blocage. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont perdu la vie parce qu'ils s'opposaient à des révisions constitutionnelles. Parce que justement, vous avez beau mettre la limitation des mandats, si vous êtes dans un cadre institutionnel totalement sclérosé, biaisé, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec leurs petits copains au Parlement et ils vous disent qu'ils ont voté. Donc ça veut dire qu'on enlève tout ça? Oui. On enlève tout ça, on donne le pouvoir au peuple. Et puis, voilà, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Voilà, il faut qu'il le prenne. Il faut absolument que le peuple prenne ses responsabilités. Le but du vote, je pense que la première expérience de vote qu'on a en Afrique au sud du Sahara, c'est Rouen Bamara de Ségou. Rouen Bamara de Ségou. C'est un vote qui a désigné Biton Koulibaly roi de Ségou. C'était même pas un président, c'était un roi. Et un vote, et qui étaient les électeurs? C'est le Conseil des sages qui a décidé que ce soit un enfant impubère, un bear qui n'a pas été circoncis, une femme enceinte et un aveugle. C'est eux qui étaient les électeurs. Et c'est comme ça, vous voyez, dans quel c'est très intéressant ce point esprit ils ont désigné. Donc, on est d'accord. Et ce choix a porté sur Biton Koulibaly que même les sages n'étaient pas enclins à respecter. Les sages qui avaient initié le vote, mais à un moment donné, ils se sont dit, nous avons donné notre parole et c'est lui qui est sorti du choix des urnes. Donc, on respecte cela. Donc, dès l'instant qu'on est d'accord sur ce principe, on ne va plus aller créer des subterfuges. Il faut que tout le monde soit d'accord. Qui vont surtout être des sources de conflits mortifères. Ça ne sert strictement à rien. À chaque fois qu'on empêche quelqu'un d'être candidat à une élection, ça donne lieu à des morts d'hommes et il n'y a jamais de justice. Des morts inutiles, voilà. On est d'accord sur ce point-là.
Donc on rappelle, et surtout on va terminer par cette question-là, est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, va amnistier donc Gbagbo et permettre à Gbagbo de se présenter et finalement avoir ce duel Gbagbo-Ouattara? C'est une question simple. Moi je dis s'il est sage, il le ferait. Moi je pense qu'il ne le fera pas parce que ce n'est pas dans son intérêt. Et comme je vous ai dit, tout est une question d'intérêt. Je ne pense qu'il ne le fera pas. Donc, il va vouloir se ménager lui, ou si par extraordinaire, il veut vraiment passer la main, ménager, c'est lui qui l'aura désigné. Je ne pense pas qu'il se payera le luxe d'avoir un adversaire comme Laurent Gbagbo en 2025. Ouais. Très bien. Donc, pour moi, au nom de la stabilité, il va le laisser. Et encore une fois, je suis optimiste. Je pense qu'il ne va pas se présenter, Ouattara. Moi, j'aimerais que Ouattara se présente, qu'il permette à Gbagbo se présente pour une question, pour l'honneur et le fair play. Et il ferait un match que le monde entier apprécierait. C'est presque même lui rendre l'appareil. On ne va pas revenir dessus. Alors, mesdames et messieurs, restez bien sûr avec nous. Vox Live, on parle d'actualité. On revient dans un instant. On va reprendre avec un magnéto à locution. On va écouter le président Ouattara, locution du président face aux parlementaires. Allez, on regarde et puis on revient. C'était un discours fortement attendu et scruté par les observateurs de la scène politique ivoirienne. Comme il est de tradition, le président Alassane Ouattara s'est adressé au Parlement réuni en congrès ce mardi 18 juin pour faire le bilan sur l'état de la nation. Mes chers compatriotes, depuis maintenant 13 ans, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines. En dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et une situation difficile dans notre sous-région. Ces progrès sont le résultat de notre engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'adhésion des Ivoiriens à la politique que nous menons. L'environnement politique et social est calme grâce au dialogue politique et social que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Le chef d'État ivoirien s'est félicité des progrès accomplis au cours de ces 13 dernières années, estimant que les défis à réaliser sont encore nombreux. Tous les secteurs d'activité ont été passés au crible, avec des performances appréciées par les parlementaires ivoiriens. Des performances qui traduisent la vitalité de l'économie ivoirienne. Malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus par an sur la période 2024-2027. Les dernières notations de notre pays par les agences de notation ont toutes confirmé la résilience de notre économie. La Côte d'Ivoire est devenue, depuis le mois dernier, le mois de mai 2024, le troisième pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté par Standard & Poor's en matière de notation de dette souveraine après le Botswana et l'île Maurice. Que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 9e économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc. Et la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ces performances ainsi que la confiance des partenaires au développement et des investisseurs ont été possibles grâce à des réformes structurelles et sectorielles importantes soutenues par l'amélioration de la gouvernance, de la bonne gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Alors qu'il était attendu sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2025, Alassane Ouattara s'est plutôt montré silencieux
ironisant d'ailleurs la scène. Le protocole me dit que vous êtes un peu déçu. Ce sera pour la prochaine fois. Un silence qui entraîne tout de même des supputations dans les rangs de l'opposition, alors que son principal adversaire, Laurent Gbagbo, ne pourrait pas être candidat lors de ce scrutin présidentiel en raison de sa condamnation à 20 ans de prison. Pour cette raison, l'opposition ivoirienne appelle depuis quelques mois maintenant la tenue d'un dialogue politique afin de rendre le processus inclusif permettant à tous les acteurs politiques d'être candidats à l'élection présidentielle de 2025. Allez, de retour sur le plateau. Alors, belle allocution, donc bilan de ces années, bilan positif selon le président. Donc, il parle des projections aussi pour les 3 prochaines années qui sont plutôt positives, donc des chiffres qui fait rêver plusieurs pays, presque 7% de croissance pour la projection pour les 3 prochaines années. Donc, que du positif. Mais va-t-il se présenter aux élections présidentielles? Ça, on n'a pas la réponse. Et les parlementaires n'étaient pas très contents, en tout cas pour beaucoup. Ils s'attendaient à une annonce plutôt intéressante. Oui, il faut dire que le président Ouattara, il en a rigolé un peu parce que les gens sont restés sur leur faim parce qu'on se disait que à l'occasion justement de ce discours de politique générale, on s'attendait à ce qu'il fasse la grande annonce, mais je pense que il a son agenda, il a ses idées en tête et je pense qu'il fera les annonces nécessaires en temps opportun. Pour le coup, là, Baba a raison. Aujourd'hui, toujours pas 2 ans avant les élections, le président ne s'est pas officiellement prononcé sur sa candidature, donc il n'est pas officiellement candidat, mais je dis encore une fois, il y a plein d'indices qui montrent qu'on est en train de tendre vers là. Maintenant, j'espère me tromper, mais bon, pour le moment, je ne vois pas émerger au sein de sa formation politique, je ne vois pas, il va peut-être nous sortir quelqu'un à la dernière minute, je ne sais pas, mais sur le coup, si on s'arrête aux éléments d'analyse qu'on a au jour d'aujourd'hui, il est très probable qu'il sera candidat à sa propre succession. 45 minutes de prise de parole, un bilan positif, donc c'est ça quand même important de le saluer. Donc il a parlé aussi de la CAN, il a parlé des nouvelles infrastructures donc de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est un pays en pleine émergence, non? Alors j'aime bien cette boutade de quelqu'un qui, en voulant faire une foutaise, il dit la croissance, ça ne fait pas bouillir la marmite. C'est vrai que dans les indicateurs macroéconomiques, dans ce qui est visible, la Côte d'Ivoire, elle est émergente. Maintenant, est-ce que cela se ressent au niveau des populations est-ce que cela se ressent sur la population? Personnellement, je dirais non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a voulu que les États africains soient des espaces de tremplin pour le jeu économique international. Et sur ce plan, la Côte d'Ivoire répond aux standards internationaux. Ça permet aux grandes firmes internationales de venir s'implanter, de commercer avec le pays et de commercer avec l'Afrique. Ça répond à cet objectif-là. Mais est-ce que c'est ça l'idéal pour un État africain? Moi, je reste... Baba, ils ont remporté la CAN 2024. Va-t-il permettre au président Ouattara de rester au pouvoir et de se faire élire par le peuple ivoirien? Je me souviens même d'un supporter, je crois que c'était à partir des quarts de finale, qui disait si la Côte d'Ivoire gagne, Ouattara peut aller 4e mandat cadeau. Ça a été dit et redit. Ça a été dit et redit. Et je pense qu'il faut quand même féliciter la Côte d'Ivoire sur le bilan, on l'a entendu, un bilan très positif. Et par rapport à d'autres qui ont l'habitude de dire nous avons une croissance à 2 chiffres, nous avons fait des infrastructures là, par-ci, par-là, quand même la Côte d'Ivoire, c'est visible. On le voit, que ce soit à Abidjan est en chantier, on le voit même dans le dynamisme. La plupart des gens des investisseurs, même de la diaspora, avant c'était Casablanca, aujourd'hui il y a la Côte d'Ivoire qui est dedans. Donc au niveau des chiffres, on peut féliciter le bilan. Et c'est pour ça que s'il doit partir la tête haute, il devrait s'arrêter à son bilan et on lui mettrait peut-être une statue et on dirait « Ah, si le président était encore là ». Donc je pense que vaut mieux qu'il parte la tête haute avec un bilan positif comme cela
Jules Domchi, on ne peut pas lui enlever ça. Non, on ne peut pas le lui enlever. Je veux dire que sur le plan macroéconomique, comme l'a très bien dit mon ami Konaté, il y a des choses qui sont évidentes. Vous savez, il ne faut pas être dans la dénégation à chaque fois. Quand des choses sont bien faites sur un certain plan, il faut le faire. Moi, je pense que la faiblesse du régime Ouattara se situe au niveau d'autres types de problèmes, pas au niveau macro. Et comme on l'a très bien dit, vous pouvez avoir un certain nombre d'indicateurs très flatteurs, mais il faudrait aussi que cela se répercute dans ce qu'on appelle de manière commune le panier de la ménagère. Mais ça, aujourd'hui, à moins de faire preuve d'une mauvaise foi caractérielle, vous ne pouvez pas refuser les acquis de la Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara. Parlons du peuple, alors, que veut le peuple? Est-ce qu'on l'entend, le peuple? Est-ce que le peuple prend la parole? Vous le dites et vous l'avez redit, le pouvoir appartient au peuple. Il veut quoi, le peuple ivoirien? Difficile de répondre à cette question parce que, en fait, quand vous dites qu'on ne ressent pas, finalement, on ne ressent pas la croissance, donc ça voudrait dire qu'il y a des manifestations, il y a des gens, il y a des mécontentements. Est-ce qu'on le ressent, tout ça? Non, en fait, le mécontentement, les manifestations ne sont pas forcément ce que nous avons de plus expressif sur le continent africain. C'est quoi l'expression du peuple pour vous? Les gens ont cette dignité de manifester leur souffrance, leur mécontentement de manière beaucoup plus discrète, souvent par certains refus. Mais l'expression aujourd'hui publique, comme on le voit en Europe, descendre dans les rues, ça ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur le continent africain, et encore que ça c'est seulement en milieu urbain. La question qu'on se pose, en fait, si un dirigeant a envie de rester dans l'histoire de son État, c'est faire en sorte que sur le plan local, il laisse des mécanismes qui permettent à ses successeurs de pouvoir garantir l'autosuffisance et la souveraineté dans un certain nombre de domaines. Que ce soit sur les services sociaux de base, que ce soit sur les besoins primaires, mais que ce soit également sur la production de l'intelligence, du savoir-faire. On travaille dans ce secteur-là. Maintenant, personnellement, je n'ai pas jugé Ouattara parce qu'il est arrivé à la suite de 10 années de guerre civile. Ce n'est pas facile d'hériter d'un État dans ces conditions et de pouvoir réaliser tout ce qu'il a réalisé. Maintenant, est-ce qu'il a réussi à réconcilier les Ivoiriens? La question, elle est non. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, ça c'est certain. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, s'il est sage, il ferait ce fair play à la population ivoirienne et laisser cet affrontement, ce match entre lui et Gbagbo se rejouer pour que les supporters des deux camps aient au moins le loisir de savourer soit leur victoire ou leur défaite. Mais pour le coup, pour un bilan vraiment positif, moi je pense que c'était indispensable. Donc selon vous, il n'a pas réconcilié aussi les Ivoiriens? Non, je pense que ça reste l'un des talons d'Achille. Il n'y a pas une réelle réconciliation. Il y a une réconciliation de façade imposée par un rapport de force. Ce n'est pas ça la réconciliation. C'est pour cela que quand vous échangez aussi avec certains Ivoiriens, vous ressentez toujours une forme de rancœur. Donc je pense que sur ce plan-là, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Il y a un échec clairement quant au niveau de la réconciliation. Il y a eu des gestes très forts d'apaisement, le retour de Laurent Gbagbo, le retour de Charles Blé Goudé. Donc maintenant, ce que les acteurs ivoiriens espéraient, c'est qu'après ce retour-là, il y ait vraiment alors le début de la véritable réconciliation, parce que les principaux acteurs étant désormais sous le sol ivoirien, il y avait possibilité effectivement d'enclencher un véritable processus de réconciliation pour enterrer la rage de guerre. Et je crois que c'est ce que Konaté essaye d'appeler de ses voeux, une sorte de dernier combat où on permettrait de clarifier cette situation en fin de compte. C'est un scénario qui peut être très bon, mais je ne sais pas s'il se rapproche de la réalité. Vous savez, on aime se référer de l'histoire du Mandé, mais au Mandé, on a convenu que tant qu'il n'y a pas la guerre, on ne connaîtra pas le vainqueur. Malgré qu'on ait établi la charte, on a fait des guerres symboliques. On a fait des guerres symboliques où il n'y avait pas effusion de sang, mais on permettait justement
à deux camps de s'affronter pour que au moins quelqu'un puisse s'avouer vaincu et qu'on aille vers, voilà, qu'on reconnaisse que celui-là, il a plus de force que moi, ou il a plus de ruse, il a plus de technique que moi, et on se respecte dans dans ce duel-là, dans cette fraternité, et on arrive à construire une paix durable sur la base de ça. Après, donc, allons-y vers ça. C'est le côté idéal. Bien sûr. C'est le côté idéal, mais... le grand duel. Il suffit de rien pour que l'étincelle... pour le coup, s'il n'y a pas de réconciliation... Non, parce que j'ai vu lors des dernières élections, c'était cette année, élections municipales, il y a eu d'ailleurs le fils Gbagbo qui s'était présenté, mais c'était, je pense, à Yopungo, où il y avait une nuit de tension qui était en train de... Les germes donc, de l'histoire étaient en train de rejaillir, Gbagbo contre Ouattara. Heureusement, le lendemain, ça s'est apaisé, mais quand on écoutait en live je veux dire, certains propos de personnes qui disent « ils nous ont tués c'était en live, hein, ils nous ont tués, cette fois-ci, ça ne va pas marcher ». Donc, en fait, c'est des petites choses qui disent que... Attention. On espère juste. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous nous sommes accaparés de choses qui ne nous appartiennent pas. Avant qu'on nous mette en conflit dans des élections, nous avions nos affrontements, nous avions nos conflits que nous gérions, nous avions nos compétitions que nous gérions. Je prends l'exemple, hein, je ne sais pas si vous avez tous regardé le film Shaka Zulu, qui retrace un peu l'histoire une fois de la Rhodésie du Sud et puis l'actuelle Afrique du Sud et les Zimbabwe et consorts. Avant que Shaka Zulu n'accède au pouvoir, les royaumes de cette partie-là faisaient des guerres, mais il y avait les deux camps, ils se mettaient à des kilomètres l'un de l'autre, ils lançaient des flèches. Aucun des flèches d'un camp n'atteignait l'autre, mais ils arrivaient quand même à définir dans ces lancers-là quel camp avait gagné. Et à un moment donné, qu'on reproduit ça en 2024. Non, mais c'est dire que en fait, dans le passé, il y a toujours eu des affrontements entre les camps. Et en fait, les camps, les compétitions, ils n'ont pas pu les gérer à l'amiable. Ça a toujours abouti par des affrontements. Mais des populations avaient tellement sacralisé la vie qu'ils étaient parvenus à ériger des mécanismes qui permettaient de trancher les différends sans que ça n'aboutisse à des effusions de sang. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, on en vienne à ces valeurs-là, qu'on se dise que quand il y a une compétition entre deux camps et que l'objectif, c'est quoi? C'est que la vie reste sacrée et que toutes les populations aient droit à la vie. Que ce soit le camp de X ou de Y qui gagne, qu'on se mette d'accord sur l'essentiel. Et sur la base de ça, je pense que si on arrive à construire cela entre nous, les gens n'auraient plus peur de perdre une élection ou d'aller en affrontement avec X ou Y. En tout cas, selon vous, la réponse est dans l'histoire et est à l'histoire. Donc, à suivre, on va parler, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il monopolise un petit peu l'attention, Gbagbo, Ouattara, mais il y a d'autres, quand même, potentiels présidents. C'est ce que j'ai dit. Charles Blé, Goudet, éventuellement, Guillaume Soro, Tidjane Thiam. Alors... Je crois en Tidjane Thiam. Pour Guillaume Soro, c'est peu probable. Tidjane Thiam, il serait candidat sans doute. Pour Blé Goudet également, c'est aussi dans la même pronostic. Vous en pensez quoi? Que peut-il se passer? L'alternative, il n'y a pas de Ouattara, Gbagbo, quelle serait l'alternative? N'excluons pas l'ex-première dame, Simone Gbagbo. Tant qu'elle n'aura pas récupéré son Laurent Koudou, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, je miserais pour Tidjane Thiam qui, ne serait-ce que dans ce qui est en train de se passer en Afrique, pour moi, serait un des candidats idéaux, ne serait-ce que pour la jeunesse, pour le symbole, mais aussi sa connaissance géopolitique, en fait. On connaît son parcours. Donc j'espère pour lui, mais ça va être très difficile face aux deux. Vous y croyez Rien n'est impossible parce qu'en plus de cela, Tidjane Thiam, il s'est battu dans des conditions un peu troubles pour récupérer un appareil politique puissant et historique qu'est le PDCI-RDA. Parce qu'il faut savoir que les élections aussi, c'est l'appareil. Donc je pense que
dans une configuration d'une certaine forme, il est véritablement l'outsider de cette élection, clairement. Guillaume Soro, c'est très improbable parce qu'on est en 2024. S'il est toujours en exil et tout, je ne vois pas comment toujours sous le coup d'une condamnation, avoir une accélération de l'histoire en sa faveur. Après les tractations, vous savez, on peut tout faire avec les tractations. Après, oui, je veux dire, rien n'est exclu, mais bon, je veux dire, c'est très peu probable, tout comme Blé Goudé, qui est quasiment dans la même situation que l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc ça serait quoi, un face-à-face on pourra avoir un face-à-face Ouattara, probablement, et je pense qu'on va vers quelque chose comme ça, mais encore une fois, ça va tellement vite. Un an, c'est long. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là, donc restons prudents. Restons prudents, effectivement. Donc, vous en pensez quoi? Pour terminer, nous sommes presque au terme de cette émission. Même si mon souhait est que oui, on est d'accord. Ouattara et Gbagbo s'affrontent, le duel final. Je ne vois pas Ouattara se représenter à une élection en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, vous êtes toujours sur votre position. Je ne le mets dans aucun des scénarios possibles. D'accord. Pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire et je pense que... Le président Ouattara, poussé par ses partisans... finalement, dira non et proposera quelqu'un d'autre. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que il y a le poids de la tradition, il y a le poids de la culture. Les membres du parti du clan Ouattara ont peur de sortir la tête, compte tenu des contingences sociales, des réalités que nous connaissons et que nous taisons tous. Le clan Ouattara a peur de sortir la tête et donc pour trouver un moyen de délier les langues et de couper le joug, si je peux m'exprimer ainsi, on essaie de pousser Ouattara à s'exprimer, quitte à dire je ne serai pas candidat, comme ce fut le cas pour François Hollande en 2017, lorsque partout on l'a poussé. Il y avait beaucoup de velléité au sein de son camp et qu'on l'a poussé à dire je ne serai pas candidat. Maintenant, tous les autres ont émergé. Et je pense qu'aujourd'hui, le clan Ouattara est dans cette situation-là. Il y a beaucoup de jeunes loups qui sont tapis dans l'ombre, qui ont peur de se montrer et donc ils font bouillir la marmite aujourd'hui, ils font amuser la galerie pour pousser Ouattara à dire je ne suis pas partant et à ce moment... Ils sortiront de l'ombre pour... voilà. Je pense que c'est cette tractation qui est en cours actuellement, mais je ne vois rien d'autre que ça. Pas de Ouattara aux élections présidentielles en 2025. Il n'est pas obligé, il a été élu pour un mandat de 5 ans. A-t-il mis en place donc, les conditions nécessaires avec ses équipes pour qu'une élection transparente ait lieu? C'est ça le plus important. Oui, c'est le plus important, tout à fait. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme. Alors, le duel Ouattara-Gbagbo, pour le coup, 2 non impossibles. 1, oui, probablement. Voilà, on vous laisse trancher, vous qui nous regardez. N'hésitez pas, cette émission, c'est la vôtre. Vox Live, eh bien oui, c'est tous les soirs sur Vox Africa. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. L'université Piquet-Focam Institute of Excellence informe les candidats et le public intéressé qu'elle organise un concours d'entrée à son premier cycle d'études du 9 au 10 juillet 2024 au sein du campus d'Emana à Yaoundé. Les filières ouvertes sont génie informatique, ingénierie en technologie de l'information, génie mécanique, génie des télécommunications, génie électrique, mécatronique, économie et management. Les conditions d'admission sont les suivantes. Pour les filières d'ingénierie, être titulaire d'un baccalauréat C, D, E, F, TI ou du DCE A-Level en série scientifique. Et pour les filières économie et management, être titulaire d'un baccalauréat A, B, C, D, E, F, CG, FIG, SES, ESF ou du DCE A-Level. Tous les candidats seront soumis aux épreuves de culture générale et d'anglais. Les candidats de la filière d'ingénierie subiront l'épreuve de mathématiques.
les candidats de la filière économie passeront une épreuve de mathématiques et économie. PK-FOCAM Institute of Excellence. Nous formons dès aujourd'hui les leaders de demain. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Il est beau, 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 mon pays.
belle plage de la Tanganyika. Le soleil, les opires, les bureaux, les bons poissons, Mukeke Nandagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance confort, vous serviront. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Dormir sur l'eau, manger sur l'eau, travailler sur l'eau, étudier sur l'eau, faire ses courses ou encore se soigner sur l'eau. Voilà un quotidien atypique, voire irréel, et pourtant plus de 30 000 personnes mènent cette vie pas comme les autres. Mesdames et messieurs, installez-vous. Destination le Bénin et plus précisément Gamvier. Cette cité aquatique installée sur le lac Nokoué, surnommée la Venise de l'Afrique, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. C'est la plus grande ville construite sur l'eau où vivent depuis le XVIIIe siècle les pêcheurs Tofinou qui signifie homme de l'eau. Unique en son genre, Gamvier est considéré comme l'un des plus importants sites touristiques d'Afrique de l'Ouest. Ses cliniques, restaurants, églises, mosquées et maisons sur pilotis datant de plus de 300 ans pour certaines intriguent de nombreux curieux qui viennent visiter la ville en pirogue, seul moyen de transport pour circuler. L'histoire raconte que la naissance de Gamvier remonterait aux alentours de 1720 au moment des razzias esclavagistes. Le roi Agbogdobé, voulant sauver son peuple, se serait métamorphosé en épervier et s'envola à la recherche d'un lieu sûr pour ses sujets, et c'est là qu'il aurait découvert l'île qui serait nommée Gamvier, qui veut dire « communauté sauvée » en langue fan. Son peuple, nous pouvons atteindre l'île à la nage, le roi aurait alors pris l'apparence d'un crocodile et traversa la rive avec les habitants sur le dos. Depuis, le crocodile est sacré à Gamvier. Aujourd'hui, la pêche et le tourisme font vivre la plupart des familles, cependant, l'avenir de Gamvier est en danger. Les difficiles conditions de vie et le manque de perspectives poussent de nombreux habitants, et notamment les jeunes, à quitter cette cité lacustre pour la terre ferme. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette ville pas comme les autres. À bientôt pour un nouveau tour d'Afrique. L'université Piquet Focam Institute of Excellence informe les candidats et le public intéressé qu'elle organise un concours d'entrée à son premier cycle d'études du 9 au 10 juillet 2024 au sein du campus d'Emana à Yaoundé. Les filières ouvertes sont génie informatique, ingénierie en technologie de l'information, génie mécanique, génie des télécommunications, génie électrique, mécatronique, économie et management. Les conditions d'admission sont les suivantes. Pour les filières d'ingénierie, être titulaire d'un baccalauréat C, D, E, F, TI ou du DCE A-Level en série scientifique. Et pour les filières économie et management, être titulaire d'un baccalauréat A, B, C, D, E, F, CG, FIG, SES, ESF ou du DCE A-Level. Tous les candidats seront soumis aux épreuves de culture générale et d'anglais. Les candidats de la filière d'ingénierie subiront l'épreuve de mathématiques. Les candidats de la filière économie passeront une épreuve de mathématiques et économie. PK Focam Institute of Excellence. Nous formons dès aujourd'hui les leaders de demain. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa. Africa. Vox
Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.